gros bisou à Miss Semifa Light depuis sa position, hein, c'est très important. Et quelqu'un a dit, donc, depuis le Tchad, non, le Mozambique, la fois dernière, qu'on n'a pas présenté. Mozambique, c'est un pays d'Afrique. Monsieur, non, bien sûr. D'accord. Vous pouvez plonger dans les pensées, c'était normal. Parce qu'il risque de vous classer dans le genre d'élève qui va à l'école. Lequel êtes-vous? Où étiez-vous? Non, monsieur Marcel, il connaît. Le dynamisme, l'intelligence. Est-ce que je veux beaucoup comme ça? Alors, donc, il a dit, mais vous n'avez pas présenté votre illustre invité. Donnez-nous tous. Nous, on l'appelle communément, bon, chef, on ne va pas le dire, on va le laisser lui-même se présenter. Et vous allez donc voir toutes les casquettes de M. Marcel Tailly avant qu'on ne puisse engager les choses sérieuses. M. Marcel, pour ne pas dire chef, bonjour. Oui, bonjour. Ok, si je dois me présenter, je suis d'abord journaliste spécialisé dans le domaine de l'éducation. Je suis aussi auteur, écrivain des documents éducatifs. Tout ce qui est lié à l'éducation, c'est ce que moi je publie. Par exemple, l'orientation scolaire, la méthodologie, des sorties pédagogiques, comment obtenir 20 en dictée. Voilà, il y a tous ces documents-là que je produis. Et la gestion de l'éducation en situation de crise. Par exemple, quand il y a grève, etc., comment faire pour qu'il y ait continuité du système éducatif. Il y a tous ces documents que je produis. Et puis, je coordonne en tant que président du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, qui regroupe des journalistes de la presse publique, privée, en ligne, des radios communautaires. Donc, je préside ce réseau depuis un certain temps. Et puis, j'ai travaillé aussi dans une organisation internationale d'éducation, ce qui m'a fait faire un peu le tour du monde, quoi. Voilà. Voilà. Et actuellement, je suis à la télévision en dehors du chargé d'émission débat éducation. Je suis le chef de la division de la production et des échanges. Quand on a un parchemin de titres, c'est un parchemin. Voilà, quand on a un parchemin de titres comme ça, on va donc permettre à M. Elias Tailly de nous décrypter également son parchemin. Non, mais déjà que je suis assis à côté, donc ça va. Ça déteint un peu sur... Faut pas... With good people. Ça dit, c'est good people là même, ça. Voilà. Là, vous voyez, on a fait le tour du monde grâce à l'éducation. Le chef a fait tout du monde. Le dernier pays que vous avez fait. Je suis à côté du chef qui a fait le tour du monde. Et vous espérez faire le tour du monde. Donc, c'est dit que ça déteint. Parfois, c'est nous-mêmes qui contaminons l'entourage. C'est vrai. Et ça, on n'arrive pas à le savoir. Très important. Elias, laissez. Alors donc... Alors justement... Monsieur Marcel Tailly, je crois que tout a été dit. Hein. Nous, on ne va plus rien dire d'autre, à part le fait qu'on va poursuivre sur notre thème. Avant de poursuivre, est-ce que tu permets que... Oui, bien sûr. Que je revienne sur quelque chose que vous avez lu avant que je ne prenne place? Bien sûr. Où quelqu'un disait que, dis-moi avec qui tu coopères, je te dirai qui tu es. Ce n'est pas absolument vrai. Ce n'est pas absolument vrai. Vous voyez, quand nous, on travaillait avec des collègues des autres pays, on va pour des rencontres internationales sur l'éducation, ils aiment bien prendre l'alcool, ils aiment bien les femmes, etc. Quand on se retrouve, ils sont surpris que moi, je ne prends pas l'alcool. Ils disent non, ça leur paraît bizarre. Oui, je travaille avec eux depuis des années, mais je ne fais pas comme eux. Et donc, c'est une question d'éduquer les gens à comprendre que ce n'est pas parce que vous coopérez avec quelqu'un que vous allez faire comme lui. Ça, c'est le suivisme. C'est ça. Votre dignité, votre personnalité, elle est où? Là, je m'arrête là.
Très important, hein, très important. Donc, c'est justement le bien fondé de l'éducation et ça me fait plaisir en tout cas que M. Marcel soit encore avec nous aujourd'hui. Et on l'a dit, hein, la rentrée, c'est le lundi, Ouais, la rentrée bien scolaire, sûr. c'est le lundi. Bien sûr. Et nous avons démarré depuis la semaine dernière pour une rentrée scolaire réussie. Quelle part pour les élèves, les parents et les chefs d'établissement. Ah, le lundi dernier, mon Dieu, ça a virevolté d'un pot partout. Et avant cela, bon, c'est vrai que je voudrais vous faire intervenir quand même sur certaines choses que nous ne comprenons peut-être pas parce que le monde évolue. Ouais. Le monde est en train d'évoluer. Ouais. Nous sommes en train d'aller quelque part. Ouais. Il y a 20 ans, la technologie ici, c'était pas pareil. Aujourd'hui, nous en sommes à l'intelligence artificielle. Ça va encore être d'autres choses qui vont arriver. Donc, il va falloir qu'on comprenne qu'il faut avancer aussi avec justement son monde. Parce que beaucoup d'entre nous, je dis bien nous parce que voilà, j'en fais partie, on a été raised, on a été éduqués à l'ancienne méthode. Pendant que nous subissions l'ancienne méthode, on n'était pas d'accord. Mais après, on s'est rendu compte que quelque part, bon, on se dit avoir tout ce que la vie nous montre aujourd'hui, c'était peut-être une formation dure, difficile, mais c'était une formation. Mais notre temps est déjà passé, c'est pas le même temps. Donc, pour tous ceux qui sont comme moi, qui ne comprennent pas très bien quand on nous dit, ben, l'enfant qui fait ceci, discute plutôt avec lui au lieu de le prendre tout de suite et de le frapper de midi à 14 heures. Ça va finir par arriver, on va finir par comprendre. Vous avez vu, je ne frappe plus trop M. Ataï. Mais je voudrais qu'on prenne quand même 1-2 minutes pour que vous puissiez quand même revenir dessus, pour qu'on comprenne le bien fondé de tout ce que vous êtes en train de nous enseigner aujourd'hui. Oui, en fait, ce que j'ai partagé par rapport à l'éducation non violente, c'est ça qu'on appelle ça éducation non violente. Elle se passe à l'école, dans les centres d'apprentissage et en famille. C'est les 3 foyers d'éducation d'un enfant, d'un jeune. Et il est question que les autorités de presque tous les pays, le nôtre y compris, se sont saisis du dossier pour dire, mais est-ce qu'on va continuer d'éduquer nos enfants avec toutes les conséquences sur certains enfants, filles comme garçons? La réponse, c'est bien non. Et si la réponse est non, qu'est-ce que les autorités ont fait? Ils ont élaboré des tests, d'abord au plan national et au plan aussi international. Mais tout ce qui est fait au niveau international engage le pays. Quand ça engage le pays, qu'est-ce que le pays fait? Le pays intègre cela dans les documents de politique validés à l'Assemblée nationale d'abord et maintenant mis en œuvre à travers les arrêtés, à travers les circulaires de rentrée, à travers des documents comme le code de l'enfant africain, le code de l'enfant, etc., etc. Donc, si tel est le cas, ça veut dire que le monde est en mutation, l'éducation est en mutation, et nous qui sommes les acteurs de l'éducation, parents, enfants, jeunes et autres, de toute façon, personne n'est excepté. Nous tous, nous devons comprendre que le gouvernement ou l'État s'étant saisi du dossier, eh bien, nous devons comprendre et aller chercher qu'est-ce que l'État dit dans quelle direction l'État veut que nous éduquions désormais nos enfants. Dans quelle direction? Et nous devons nous conformer parce que si l'État se saisit d'un dossier et vous ne vous conformez pas, les tests qui sanctionnent ceux qui vont ramer à contre-courant, les tests sont là et malheureusement, ces tests-là vont vous frapper. Et l'exemple typique, c'est lequel? C'est la loi 020 de 2022, voilà, sanctionnant les violences à caractère sexuel. Sanctionnant tout auteur de violence à caractère sexuel. Quand vous lisez d'abord ce document, il y a qu'on a rappelé d'abord toutes les formes de violence. Les cyberviolences, les violences physiques, les violences économiques, les violences psychologiques. Mais l'accent est particulièrement mis sur les violences à caractère sexuel. Voilà, qui prennent toutes les formes. Hein. Voilà, les manières de faire, les harcèlements et autres, entre élèves et enseignants, entre apprenants et
maître ou maîtresse d'atelier, etc. Tout est mis dedans parce que c'est une étude qui a été faite. D'abord, on a fait d'abord une étude qui a permis de révéler que véritablement ces genres de comportements ont un impact négatif sur l'apprentissage et finalement sur l'avenir. Et donc, toute personne qui pose un tel acte, il est sanctionné de manière sévère. Il y en a que tu vas payer par exemple une amende de 5 millions, d'autres vont en prison, etc. C'est ça, depuis 2022, ça a été pris. Et donc, ça fait l'objet de vulgarisation. Donc, vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas vous approprier, parce que si vous vous appropriez, on a bien dit, tout le monde connaît l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Alors, si nul n'est censé ignorer la loi, il faut suivre l'actualité, il faut écouter tout ce que l'État fait en matière d'éducation pour protéger pas seulement les enfants, mais aussi les auteurs. Parce que si tu es adulte, je ne crois pas que c'est un plaisir pour toi de te retrouver soit en prison pour avoir, disons, voilà, abusé d'une fille ou d'un garçon, parce que voilà, ou que tu sois exclu de l'établissement, comme les 43 élèves dans la région de Plateau, où est-ce qu'ils sont exclus? Parmi eux, malheureusement, il y a que les filles sont, les meilleures filles sont tombées dans ce problème-là. C'est les meilleurs. Et le directeur régional de l'éducation a témoigné quand nous sommes allés faire la vulgarisation de cette loi au lycée Goudévé. C'est lui qui a même pris la parole pour, disons, communiquer la synthèse du contenu de cette loi. Et ça permet aux gens de comprendre que, véritablement, l'État ne s'amuse pas et que, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant qu'élève, en tant que maître ou maîtresse d'atelier, eh bien, vous devez faire extrêmement attention quand l'État se saisit d'un dossier. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la chute, parce que ce n'est pas que pour les élèves. Non. Parce que ça va même aux apprentis. Oui. C'est pourquoi on dit que la loi protégeant les apprenants. Vous voyez, Oui, c'est ça. C'est cela. Même à l'université, hein, on a dit les apprenants. Mais bien sûr, tous les cadres d'éducation, formels et informels. C'est ça. D'accord, magnifique. Alors, on le sait, c'est vrai que vous envoyez tellement de messages. Permettez quand même qu'on engrange d'abord, parce que voilà, on n'a même pas encore commencé et déjà vous avez plein de questions qui sont arrivées. Que dois-je faire? Vos questions d'abord ou bien on engrange un peu le thème? On engrange d'abord. On engrange quand même un peu le thème. Alors, Monsieur Marcel, la rentrée c'est lundi. Ouais. On va aller terre à terre. J'ai beaucoup d'enfants. Josué, grâce à Dieu, lui, c'est bon. Il se cherche maintenant pour trouver. Mais Elias, il a trop au jardin. J'ai des enfants, voilà, un peu partout et tout ça. En tant que parent, là, à une semaine de la rentrée, quelle est la préparation que je dois avoir? Très bien. Ça, c'est une question fondamentale. Mais avant la réponse à cette question, on va jouer un peu à l'enseignant qui a donné son cours et qui doit rappeler ce qui a été fait la dernière fois. Ce qui a été fait la dernière fois, c'était qu'on a rappelé la responsabilité de l'élève. Et l'élève, nous l'avons dit, doit se lancer le défi d'être dans le carré d'as au cours de cette année scolaire 2025-2026. Être dans le carré d'as, c'est de s'inscrire à être parmi les meilleurs aux évaluations. Premier élément. Le deuxième élément, il doit être irréprochable du point de vue de comportement et de valeur. Et donc, il doit être respectueux du règlement intérieur de l'établissement, respectueux des parents à la maison, respectueux de tout ce que les autorités disent et respectueux les uns les autres. Deuxième défi. Et le troisième défi, il doit demander et lire les documents sur l'orientation scolaire et professionnelle, parce que ces documents sont disponibles, ça ne se vend pas. Ensuite, si ceux qui veulent, moi je balance à Aïcha, et puis ceux qui ne l'ont pas encore, en version électronique, il y a celui que le réseau des journalistes et communicateurs spécialisés a produit en 2016. Vous lisez ce document, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ce n'est qu'après, je crois, 4 ou 5 ans après que le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle a produit 2 autres documents. Que faire sans le BPC? Quelles sont les formations qui sont possibles pour toi? Que faire avec le BPC? Quelles sont les formations qui sont possibles pour toi? Que faire après le bac 2? Voilà, quelles sont les formations du supérieur qui s'offrent à toi, que ce soit au plan national ou bien au plan international.
Tu ne peux pas être un élève et puis tu n'as pas tous ces documents. Et tu n'as pas aussi les liens des émissions, les liens YouTube de ces émissions-là pour pouvoir les revivre, les relire, pour que les spécialistes puissent t'informer. C'est ici que vous avez reçu M. Adjimon qui a parlé, qui est même revenu en long et en large. Vous voyez, vous ne pouvez pas être un élève, vous ne suivez pas ce genre d'émission. Donc, les 3 éléments feront de toi un élève d'excellence. Voilà le référentiel d'un élève d'excellence. Et donc, chaque élève à cette rentrée doit s'inscrire pour se dire, moi, je dois être un élève d'excellence. Et pour être un élève d'excellence, voilà les 3 éléments clés. Maintenant, venons à vos parents. Quand vous avez parlé de préparation, eh bien, il y a plusieurs phases de préparation au niveau des parents. À part les finances. Il y a plusieurs phases de préparation au niveau des parents. C'est vrai, vous avez fait le tour du monde. Ensemble. Avant de décliner les phases, l'acte numéro 1 qu'un parent doit poser, c'est la réunion parentale ou familiale de rentrée. Quoi? Ouais. Oh, monsieur Marcel. Non, monsieur Marcel. Oh non. Mais monsieur Marcel, qu'allons-nous devenir à cause de vous dans ce réunion familiale. Bon, le gars là. On l'a lancé à vie. À fermer. On avait réunion de pré-rentrée. Réunion de pré-rentrée. Mais bien sûr, s'il vous plaît. Voilà. Si les ministères qui gèrent le système d'éducation ont compris depuis le temps du ministre Manganawe, c'est lui qui a institué ça. Oui. Ce n'est pas l'actuel ministre qui a institué la réunion de rentrée. Voilà. Parce que lui aussi, il est venu là trouver que c'est une bonne pratique. Et ça se poursuit. Exact, ça se poursuit. Alors, mais faisons à l'image de ce qui se fait aussi au niveau du gouvernement. Quand j'ai parlé tout à l'heure du référentiel, le défi que l'élève doit se lancer, c'est sa feuille de route. Il n'y a pas feuille de route gouvernementale. Si. Très bien. Elle doit être déclinée. C'est comme ça qu'on doit décliner. Et donc, au niveau des parents, l'acte numéro 1, c'est la réunion familiale de rentrée. C'est là-bas où vous allez décliner votre feuille de route. Et dans la feuille de route, là, c'est là où il y a maintenant les phases à expliquer, les engagements à prendre, aussi bien par les parents, parce que je parle du couple, hein, papa et maman, et les enfants. Donc, phase numéro 1, c'est la phase psychologique, la préparation psychologique. C'est-à-dire, c'est de motiver les enfants ou l'enfant, si c'est un que tu as, ou bien c'est plusieurs, de les motiver pour les rassurer que vraiment, vous comptez sur eux pour faire honneur à la famille. Désolée pour ce que je vais dire, monsieur Marcel. Dans la réunion, là, est-ce que... Merci, Let me warn you. Il y a menace ou il y a information. Les préavis. Les préavis. Les avertissements. Alors, comment ça se dérouler, cette réunion-là? Parce que c'est la mise en confiance. C'est ça, non? On ne met pas en confiance en menaçant les gens. Ça, c'est pas mise en confiance. Donc, il faut mettre en confiance les enfants pour leur dire véritablement que vous comptez sur eux pour faire vraiment honneur à eux en tant que parents et que fassent honneur aussi à eux-mêmes. Vous voyez? Et leur dire que vraiment vous attendez beaucoup d'eux pour que l'investissement qu'eux-mêmes ils font, que les parents font, eh bien, il faut qu'il y ait un retour, en fin d'année, qu'il y ait un retour sur l'investissement. Vous voyez? Et donc, pour cela, il y a des engagements que chaque partie prenante doit prendre. Voilà. Nous, en tant que parents, eh bien, qu'est-ce que vous attendiez de nous et que nous ne faisions pas pour vous accompagner à réussir? Maintenant, les questionnements arrivent pour libérer la parole. Quand l'enfant va commencer par dire, écoute... Ils les ont déjà rassurés de tout vider parce qu'on veut faire un long voyage de 9 mois. Oui. On ne peut pas faire un voyage si on n'a pas les coudées franches, si on ne s'est pas suffisamment préparé. Préparation sur le plan psychologique, sur le plan matériel, sur le plan financier et autres, etc. Donc, vous mettez d'abord les enfants en confiance et vous leur demandez de vous dire ce que vraiment
qu'ils attendaient de vous depuis les années précédentes ou l'année passée et qu'ils n'ont pas eu et qui aurait fait que le niveau où ils voulaient atteindre, voilà, l'objectif scolaire qu'ils voulaient atteindre, qu'ils n'ont pas pu l'atteindre, voilà, à cause peut-être, disons, d'un manquement peut-être du parent. Vous les mettez en confiance et vous leur demandez de libérer la parole. C'est ça. Ils vont vous dire, si vous les menacez, comme dit mon ami, si de temps en temps vous les menacez, voilà, s'ils avaient demandé voilà, quelque chose pour faire une photocopie, vous l'avez renvoyé de dégager ici. Si on avait besoin de lui en tant que parent à la réunion de parents d'élèves pour venir écouter et il n'est pas venu, eh ben, c'est l'occasion de prendre un nouvel engagement pour dire que le contact entre l'école et la famille, vraiment, ce contact sera maintenant renoué et qu'ils prendront soin d'aller négocier le numéro peut-être au hasard du chef d'établissement et des enseignants des élèves dans le portable. Comme ça, s'il y a quelque chose, ils peuvent discuter directement. S'il y a un besoin de l'enfant, si ça ne va pas, ça peut permettre de faire un suivi en ligne. Parce qu'on est dans le monde numérique. Aujourd'hui, vous avez pris la parole pour dire que nous sommes dans un contexte d'intelligence artificielle, etc. Mais il ne faut pas que ce soit des mots que les gens jettent pas. Mais on doit traduire dans les faits. On doit traduire dans le quotidien. Comment nous exploitons ces outils-là à des fins pédagogiques, à des fins éducatives. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez? Et donc, quand vous rassurez les enfants, ils vous diront tout. Maintenant, vous allez vérifier si leurs besoins matériels sont au point. Oui, les besoins matériels, c'est quoi? C'est la fourniture. Là où on paie l'écolage, il faut qu'ils donnent la garantie qu'on ne va pas renvoyer l'enfant. Puisque l'État, depuis le temps de Covid, le gouvernement a rendu gratuit le paiement de l'écolage, ne serait-ce que pour les écoles publiques. Oui, pour les écoles publiques, c'est gratuit. C'est ça. Là, le problème ne se pose plus. Maintenant, ceux qui sont dans les écoles privées, eh bien, il faut que si tes enfants, si c'est là-bas que tu les as inscrits, tu dois prendre les dispositions pour qu'on ne renvoie pas l'enfant avant que tu n'ailles chercher l'argent. Vous voyez? Donc, le parent doit s'engager. Ça, c'est le côté financier. Maintenant, comment ils doivent gérer l'argent de poche? C'est là-bas où il faut donner des conseils aux enfants. Donner des conseils à qui? Aux enfants. Non, aux parents. Oui. Comment on gère l'argent de poche? Quel que soit le montant qu'on te donne là, tu dois comprendre que il y a ce qu'on appelle l'économie, l'éducation financière qui est derrière là-bas. L'éducation financière veut que, quel que soit le montant, tu dois avoir ton tir-lire peut-être, ou alors tu as ouvert un compte jeune à la FISEC ou de toute façon dans une microfinance pour déposer ce qu'il doit déposer là-bas. Tu ne peux pas te donner l'argent et puis tu bouffes tout l'argent parce que papa en a et puis non, ça là, il y a un problème. Ouais, la culture de l'économie, la culture de la gestion financière, c'est dès maintenant. Et donc, c'est maintenant qu'il faut prendre ça. Et tout ce que nous disons là, il faut qu'un d'entre eux rédige le rapport. Monsieur Marcel, je suis... Non, attendez, c'est-à-dire que réunion familiale, là, il faudra à l'entame faire savoir qu'à la fin, un rapport doit être rédigé. Oui, le rapport doit consigner par phase de préparation les engagements qui sont pris. Parce que ce serait c'est la toute première réunion de départ. Il y aura une réunion à la fin de chaque mois. À la fin de chaque mois, vous revenez avec la feuille de le rapport et si on lit quel était l'engagement de X, des parents par exemple, quel était l'engagement des élèves, des enfants. Et voir si certains n'ont pas pu renouveler des engagements, il faut qu'ils expliquent. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Pourquoi papa n'a pas pu? C'est parce qu'il y a des contenus de la vie sur lesquels nous n'avons pas toute la maîtrise. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est d'expliquer. Et quand vous expliquez, vous êtes en train de faire asseoir, voilà, dans la vie des enfants, l'importance du dialogue familial. En famille, dans plusieurs familles, il n'y a pas de dialogue. Oui. Non, on a acheté les fournitures. Allez, il y a les états là-bas, allez prendre, chacun prend les fournitures selon ce qu'on... Non, il se débrouille en fait. Et il se débrouille. Comment ça va se passer? On ne sait même pas assez pour en parler, pour discuter, etc., etc. Vous voyez? Et donc, ça, c'est quelque chose de fondamental pour que
à la fin de chaque mois, qu'on fasse l'évaluation à mi-parcours. Et vous êtes en train, en le faisant, parce que je vous ai dit ici que, vous voyez, en matière d'éducation, aucun acte n'est fortuit. Il faut toujours utiliser, exploiter ça pour faire asseoir une valeur dans la vie des enfants. C'est comme ça que la chose doit fonctionner. Si on n'utilise pas toutes les opportunités pour faire asseoir des valeurs dans la vie des enfants, mais écoutez, ils vont fonctionner comme ils veulent et finalement, un beau matin, vous vous rendez compte qu'ils sont addicts à ceci ou à cela. Et donc, dans cette réunion de préparation, il faut évoquer toutes les addictions qui dévient les enfants, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans le monde scolaire. Quels sont les addictions qui dévient plutôt les enfants des objectifs qu'ils doivent viser? L'objectif, c'est pas pour rien que j'ai rappelé ce qu'on a dit par rapport aux Exactement. enfants. Vous voyez, non? Oui. Un enfant qui veut s'inscrire dans la culture de l'excellence ne peut pas être addict à l'alcool, ne peut pas être addict au sexe, ne peut pas être addict aux stupéfiants et addict à la plaisanterie. Ah! Qu'est-ce que vous, quand vous dites plaisanterie, qu'est-ce que vous entendez? Non, en classe, lui, c'est tout ce qui est amusement qui l'intéresse. Il est addict à ça. C'est devenu une culture pour lui. Alors que les conséquences à moyen et à long terme sont dramatiques. Au moment où d'autres se concentrent, toi, tu veux les divertir. Tu les distraire. Non, non et non. Il faut apprendre à l'enfant qu'il y a un temps pour se distraire et un temps pour se concentrer, pour apprendre de façon sérieuse parce que ton avenir en dépend. Je m'arrête là. Monsieur Massal, par rapport à ça, au dernier point, je me suis senti interpellé parce que de temps en temps, si l'élève, une petite blague en passant. Oui, la blague, ce n'est pas pendant le cours. La blague, il y a des temps de détente en classe. Hein. Voilà, on est au collège. Un professeur sort et l'autre va arriver, mais tu peux faire une petite blague pour vous détendre. Vous voyez? Moi, quand j'étais en classe de terminale, les gens étaient surpris que j'étais parmi le Caridas. Mais quand le professeur n'est pas là, je suis le plus grand pagailleur juste pour rigoler, parce que j'aimais beaucoup rigoler. Vous voyez? Oui, je faisais beaucoup rigoler. Mais je vous dis qu'on fait l'évaluation. C'est une doublante, je crois, qui était première et moi j'étais deuxième, venant franchement de la première. Vous voyez? Donc, il faut savoir à quel temps il faut faire la blague. En fait, c'est ça qu'on parle. Vous voyez? Ce n'est pas du matin au soir d'être toujours concentré. Non. Ça, là, ça ne peut pas te permettre de t'épanouir. C'est surtout vrai parce qu'il y a des camarades en classe, en fait, on en a tous eu, qui font tout pour perturber la concentration des autres. Il y en a qui, quand ils ne sont pas concentrés, ils ne peuvent pas donc capter les cours. Mais il y a d'autres qui peuvent capter même en étant... Il y a ce qu'on appelle, ce que tu dis là, ça en lien avec ce qu'on appelle les rythmes d'acquisition des apprentissages. Vous voyez? Voilà, il y a des enfants, ils ont des prédispositions. Le professeur, tout ce qu'il dit là, le temps qu'il finisse, l'enfant a retenu entre 75 et 80%. Donc, arrivé, il va juste relire, faire quelques recherches et puis, paf, c'est déjà gravé dans sa mémoire. Mais d'autres, ce n'est pas évident. Voilà. Ils ont besoin de se retirer quelque part, de véritablement être seuls avant de pouvoir maîtriser le cours. Donc, c'est un peu ça. Alors, justement, on a... Oui, monsieur Josué? Oui, il y avait une partie que j'aimerais souligner. La partie où, quand on parlait de la réunion de pré-rentrée, ce qui m'a vraiment émerveillé, c'est la partie où vous dites que le parent demande à l'enfant qu'est-ce que vous voudrez. En fait, c'est tellement engageant d'une certaine manière où l'enfant ne voit plus l'acte d'une manière tyrannique, mais il comprend que c'est une interaction. D'une certaine manière, le parent montre devant lui que j'ai des responsabilités, que je dois... Franchement, j'ai tellement aimé. J'ai voulu justement tout simplement revenir dessus, quoi. Et je me dis que c'est une partie vraiment déterminante pour la réussite de cette réunion-là. Parce qu'on se connaît entre parents, surtout. Entre parents? Ouais. Je sais de quoi je parle, il y a eu des parents aussi. Quand on vous appelle comme ça, en famille, la plupart du temps, c'est pour vous expliquer qui dirige quoi, qui décide de quoi. Ça, c'est vrai, non? Taisez-vous, quoi. Et c'est bien. Maintenant, l'aspect où le parent reconnaît que lui aussi a des responsabilités et demande à l'enfant qu'est-ce que tu trouves que je n'ai pas vraiment pu faire. C'est tellement beau. Pour moi, c'est chapeau, quoi. C'est impeccable. Monsieur Marcel, j'ai une question pour vous par rapport à ça. Un parent qui n'a pas l'habitude de le faire, parce qu'on sait qu'ils sont nombreux à ne pas le faire,
comment va-t-il se prendre pour pouvoir démarrer ça? Ne serait-ce que démarrer. Oui, s'il a compris que c'est la nouvelle donne, parce que nous avons dit entre temps que le monde change et nous avec. Ouais. Voilà. Quelle est la nouvelle méthode d'éducation des enfants pour utiliser les approches inclusives et permettre vraiment à l'enfant d'être proche du parent? S'il a compris, eh bien, il va se dire, OK, je ne faisais pas ceci, maintenant je vais faire le premier essai pour voir ce que ça va donner. Ouais. Donc, c'est d'être à l'écoute des spécialistes qui font de la recherche-action, voilà, et qui font de la recherche et qui trouvent des réponses adaptées aux situations d'éducation des enfants. C'est ça leur job. Et donc, ils produisent ces résultats, ils consignent ces résultats dans des documents et il est question de vulgariser ces documents pour que les gens sachent que, eh bien, tel qu'on fait de la recherche pour trouver tout ce que nos yeux voient, comme nous sommes des saints Thomas, nos yeux voient, nous prenons l'argent pour aller acheter là. Voilà, il y a aussi les résultats aussi qu'on doit aller chercher dans les documents. Ça ne se voit pas des yeux, mais c'est la réalité. C'est les résultats les plus importants, les plus puissants. Exactement, c'est cela. Alors, vous avez ce message qui dit bonjour à vous, la famille. J'espère que vous allez bien. Monsieur Marcel, bonjour à vous. Bon, vos enfants sont gâtés. Parce que oui, ils ont déjà un papa qui connaît. C'est sûr que ça doit être vraiment super chez vous. Mais la personne dit ceci. La semaine dernière, vous avez dit que l'État avait un objectif fixe pour les apprenants à leur sortie. Comment est-ce que moi, le profil de sortie de l'enfant. Comment est-ce que moi, en tant que parent, je peux connaître ce profil-là et l'appliquer également chez moi personnellement? Très simple. Alors, est-ce que l'enfant doit respecter le profil de l'État ou mon profil à moi? OK, très simple. Ce que l'État attend va simplement auprès, je préfère dire de l'inspecteur qui gère les écoles de ton secteur là. On peut dire, oui. Va vers l'inspecteur et dis-lui que ton enfant est à tel niveau et tu voudrais voir quel est le profil de sortie d'un enfant de tel niveau. Ce n'est pas le profil de ton enfant. Quel est le profil de sortie d'un enfant de tel niveau? L'inspecteur va sortir le document officiel, parce que ce n'est pas un document qu'on donne comme ça aux enseignants. C'est le personnel d'encadrement qui dispose de ce document. Parce que c'est eux qui font la formation des enseignants, n'est-ce pas? Et là, il te dira, si l'enfant a tel niveau, voilà les compétences qu'il doit avoir. Compétences techniques, c'est-à-dire comment il doit maîtriser par exemple les mathématiques, les calculs, etc. Compétences psychomotrices. Qu'est-ce qu'il doit être capable de pouvoir être manipulé? Et les compétences affectives, ce qui est en lien avec les 3 dimensions de l'être. Le cognitif, l'affectif et le psychomoteur. Donc, les programmes sont conçus en fonction. Et donc, ça fait que si l'enfant, par exemple, est au préscolaire, le programme est conçu de telle sorte qu'il ait un profil qui réponde à son âge et à son niveau. Et comme il y a une interaction entre les programmes, le programme de la classe supérieure de cet enfant on a juste dosé un peu en ajoutant quelque chose. Ça veut dire que le profil a encore un peu évolué. Et donc, c'est comme ça qu'on prépare progressivement l'enfant pour que, bon, s'il s'arrête à un niveau, qu'il puisse être capable de pouvoir soit se prendre en charge ou de toute façon de s'adapter à la situation. N'est-ce pas? S'il va plus loin, qu'il soit capable de. Voilà. Donc, le profil en question, à tel âge, l'enfant doit être capable de ceci. Et c'est les programmes qui le disent. Le programme de mathématiques, le programme d'éducation sociale, le programme d'éducation civique et morale, le programme d'anglais, etc. En tout cas, tout ce qu'on leur donne à partir des cours qu'on délivre, c'est de là qu'on décline un peu le profil. Okay. Maintenant, quand il dit, lui, son profil, mais attends, son profil, c'est les valeurs de la famille et les valeurs positives. Parce que si la famille est porteuse des valeurs négatives, ne va pas mettre ça dans la vie de l'enfant. Une valeur négative où, quand l'enfant vient à la maison te dire que
que son camarade l'a tapé ou bien l'a giflé. Et toi, parent, tu dis... Et tu lui as pas rendu. Voilà, tu lui as pas rendu. Non, mais monsieur Marcel, c'est une formation aussi. Dans la vie, là, il faut pas... L'enfant, c'est un catcheur. Non, mais parce que apprends à ton enfant que nul n'a le droit de se rendre justice. Et qu'il y a des gens qui incarnent la discipline à l'école. Quand il y a un problème, c'est à eux qu'il faut le dire. C'est pour ça qu'il y a des lois dans le pays. C'est pourquoi il y a des lois, des tests, pour que les citoyens se conforment à cela, pour ne pas tomber sous le coup de la loi. C'est de ça qu'il est question. C'est très tôt qu'il faut faire asseoir ça dans la vie de l'enfant. C'est cela. Ce n'est pas d'amener l'enfant à jouer à la vengeance. Voilà. Et quand vous amenez l'enfant là, ça veut dire que vous êtes en train d'activer le réflexe de la violence en lui. Alors, nous voyons tout ce que comment cela se manifeste dans la vie publique, dans des familles aujourd'hui. Vous voyez, les dégâts, je vous dis que c'est dévastateur. Oui. Alors, monsieur Marcel, vous avez une autre question qui dit bonjour à vous tous. Monsieur Marcel, s'il vous plaît, j'ai besoin de conseils pour un petit conflit que je gère présentement avec mon mari. Notre enfant est très intelligent. Nous voulons, moi, ainsi que son professeur et son maître, lui faire sauter des classes. Mon mari dit non, qu'il faut qu'il aille exactement avec toutes les étapes. Alors que l'enfant est très, très intelligent, au point que lorsqu'il a fini l'année dernière, on nous a dit tout de suite qu'il fallait le placer au CM2 pour qu'il puisse passer le CEPD pour cette nouvelle rentrée. Très bien. Non, la réponse est simple. Ce n'est pas à toi, en tant que parent, de décider de sauter la classe à ton enfant. Qu'elle aille avec son mari, dire au directeur de l'établissement, pas à l'enseignant, au directeur, qu'au vu des évaluations du bulletin, eux, ils pensent que, ce n'est pas qu'ils veulent, ils pensent qu'il faut qu'on saute la classe à leur enfant. Et c'est là où le directeur leur dira que disent les tests dans ce contexte. Parce que disent les tests, oui, les tests dans ce contexte-là. Parce que le système éducatif a tout étudié. Votre enfant ne vient pas, n'est pas le premier qui révèle une intelligence extraordinaire ou qui vous donne l'impression que cet enfant est un surdoué. Parce que ce qu'il est en train de dire là, il est en train de dire que leur enfant est un surdoué. S'il est surdoué, ce n'est pas à vous de décider de faire sauter la classe à l'enfant. C'est l'institution qui va regarder qu'est-ce que l'institution a prévu. Faisons tout selon l'institution, s'il vous plaît. N'allez pas prendre des décisions arbitraires dont les conséquences, vous-même, vous ne pouvez pas gérer ça après. On a vu des enfants qu'on a sauté des classes, ils sont arrivés à un niveau, ils sont bloqués. Monsieur, la preuve est ici. Oui, mais... sauter la classe, je suis au CM1, j'ai passé le CPD. Et après, en collège, il fallait un accompagnement. Tu vois le problème? Mais si on décide de faire sauter la classe, c'est parce qu'à la base, l'enfant en a les capacités. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. On va ramener? Mais ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. C'est pourquoi j'ai dit, n'allez pas vers l'enseignant de l'élève. S'il est au primaire, allez voir le directeur. Le directeur, c'est lui qui connaît mieux les tests que l'enseignant. On a bien dit la dernière fois que le directeur de l'établissement, il est l'interface entre l'enseignant et l'inspecteur. S'il y a un problème qui le dépasse, il remonte vers l'inspecteur qui connaît les tests, ce qui est prévu. Et c'est ça. On vous dira les conséquences à court, à moyen, à long terme de ce que vous voulez qu'on fasse là. On vous dira les conséquences. Maintenant, si vous êtes prêt à assumer, prenez votre enfant, allez l'inscrire ailleurs. Parce que nous, on ne nous a pas permis, l'autorité ne nous a pas permis de sauter les classes. Si vous voulez faire sauter, il
n'y a pas de problème. Nous, on ne peut pas vous imposer de garder votre enfant dans notre établissement. Vous pouvez aller le faire ailleurs. Si ailleurs, c'est possible, parce que là, peut-être, c'est une école où les gens veulent l'argent, eh bien, OK, allez payer ce que vous voulez, et puis, bon, on va le faire sauter là. Mais nous on aura eu le mérite de vous avoir tenu informé, de vous avoir averti qu'il y aura des conséquences à court, à moyen et à long terme. Waouh! Dans ce cas, même, suivant que le papa ne va pas y aller, puisque lui, il trouve déjà que... Mais le papa a la réponse. Le papa a la réponse. Il a la réponse que nous sommes en train de donner. Voilà. Maintenant, j'ai une question. Mais seulement, c'est que s'il a la bonne réponse, il devait expliquer à la femme. Okay. C'est pas de refuser tout de suite comme ça. La femme ne comprendra pas pourquoi. Oui. Vous voyez, non, tout ce que nous sommes en train d'expliquer. S'il a des réponses, c'est d'expliquer. C'est pas... Voilà. Et donc, ma question, c'est de savoir, quand on prend l'aspect inverse de la chose, c'est-à-dire que l'enfant a peut-être réussi, mais il n'a pas réussi vraiment comme cela se doit. On décide de le faire refaire la classe. Oui. Est-ce que là, c'est dangereux aussi ou bien... Non, on ne doit pas le faire reprendre. Si l'enfant a réussi, ça veut dire que c'est on appelle ça la sanction. Tu sais qu'il y a la sanction positive et la sanction négative. C'est-à-dire l'enfant a échoué, ça c'est la sanction négative. L'enfant a réussi, c'est la sanction positive. Maintenant, la manière dont vous avez souhaité que l'enfant réussisse, ce n'est pas ça. Mais néanmoins, il a pu avoir la moyenne d'admissibilité. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Sensiblement. Très bien. Vous regardez simplement, c'est les matières qui l'ont fait tirer vers le bas. Et vous faites tout pour renforcer ces matières-là, et puis c'est parti. Mais bien sûr, la semaine dernière, j'étais à l'université de Cara pour faire une émission sur un camp de mathématiques. J'ai posé on a fait un test sur le plan national dans toutes les préfectures. C'est le professeur Thiaré, le président de l'université de Cara, qui l'a organisé parce qu'il est docteur agrégé en mathématiques. Et donc, il prépare les enfants pour les Olympiades, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il a fait un test au plan national. Il a retenu, après l'élimination, il était 100 et quelques, jusqu'à ce qu'ils ont retenu jusqu'à 38. J'ai posé la question aux enfants. Quels étaient Ils se sont en série C et en série D. Quelles étaient vos faiblesses avant d'arriver ici? Les enfants ont avoué. Ils ont avoué que franchement, il y a tel aspect. C'est vrai, ils sont en série C, mais là, franchement, voilà, ils ne pouvaient pas compétir, par exemple, au plan international. Wow. Et c'est quand on les a renforcés pendant 2 semaines, parce qu'on les a campés. C'est pourquoi on appelle ça un camp. Voilà, quand on les a campés, c'est en ce moment que les professeurs de haut rang sont venus leur donner des coups de renforcement. Et aujourd'hui, ils ont compris et ils sont sûrs qu'obtenir 20 séries C jusqu'à avoir le bac là, ils ont la garantie et ils peuvent compétir même avec d'autres lauréats au niveau international. Vous voyez? Donc, c'est une question d'analyser les matières de faiblesse qui ont tiré les résultats des enfants vers le bas. Vous voyez? C'est pour ça que même à cette réunion de rentrée aussi, les parents, ce que je n'avais pas dit, c'est que chaque parent doit exprimer son besoin de renforcement de capacité. OK. Donc ça passe par les répétiteurs, c'est ça? C'est la capacité de quiconque. Voilà, merci pour la question. Parce que je fais réunion avec mes enfants, et puis moi je vais dire à mes enfants, j'ai besoin... Je sais que oui, moi, au vu de... Mais à la question, au vu de ce que les enfants ont dit, toi-même tu dois comprendre que tu as des capacités qui ne sont pas à la hauteur pour pouvoir encadrer les enfants sur le plan social, sur le plan du suivi et du soutien scolaire. N'est-ce pas? Très bien. Selon toi, ton niveau, si tu veux jouer au répétiteur avec, par exemple, certains des enfants, tu as besoin d'être renforcé parce que les programmes ont changé. Beaucoup. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, le phénomène de l'utilisation des portables, de la mauvaise exploitation des médias, etc., c'est une compétence à donner aux parents pour que, en suivant les films, en suivant les documentaires, etc., eh bien, qu'ils sachent comment ils peuvent faire une exploitation pédagogique. Ils sont combien de parents connaissent ce que je suis en train de dire? Nous ne connaissons pas. Voilà. Donc, il y a un module de formation sur... Il y a un module pour tout, quoi. Non, il y a un module pour tout. Ouais. Vous voyez, quand on dit non violence, là, quand vous écoutez les gens, bon, si vous êtes spécialiste, les petits spécialistes comme nous, quand vous écoutez les gens, c'est-à-dire que vous rigolez, ils disent, mais il faut sensibiliser les gens, il faut sensibiliser les enfants, etc. Oui, la sensibilisation vient après la formation. C'est pourquoi il y a des modules de formation sur les méthodes. Pourquoi on parle de méthodes d'éducation non violente? Pourquoi on parle de mécanisme type de sanction? C'est des modules.
On va vous camper pendant au moins 2 jours. On vous forme de façon théorique et pratique avec des exercices de simulation. Et maintenant, le reste, la sensibilisation peut venir après. Okay. Mais si vous restez au niveau de sensibilisation, là, combien de personnes vous allez changer? Combien d'enseignants vous allez changer? Alors, Monsieur Marcel, vous avez cette question-là qui dit bonjour à vous tous. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la A4, tout le monde crie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi, mon enfant, après avoir eu son BPC, a décidé de faire la série A4. Okay. Mais on nous dit que ce n'est pas prometteur et pourtant, ça continue d'exister dans le système d'éducation. Monsieur Marcel, que pouvons-nous faire? Et chapeau pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Très belle question. Très belle question parce que pour avoir rédigé moi-même le livret sur l'orientation scolaire et professionnelle, je sais pourquoi le parent posait cette question. Vous voyez, il y a, disons, dans le monde, ce qu'on appelle les matières d'inventivité, de créativité et les matières d'inventivité, de créativité. Ces matières, c'est quoi? Mathématiques, sciences physiques, informatique et sous-bassement, c'est l'anglais. C'est les 3 matières. Informatique, sciences physiques et mathématiques, mathématiques, informatique, sciences physiques, enrobés par l'anglais. Ceux qui ont créé l'intelligence artificielle, c'est des anglophones. C'est vrai, là. C'est des anglais. Oui. Et c'est après que les autres sont venus apprendre chez eux. Oui. Et ils les ont appliqués. Maintenant, par rapport à sa question, la première réponse est qu'il n'y a aucune série qu'on dise que cette série n'est pas prometteuse. L'essentiel, en faisant cette série, il faut être parmi le carré d'as, être excellent dans la série. Il ne faut pas le faire à l'à peu près. Si tu ne le fais pas à l'à peu près, là, tu as fait une fausse série. Un faux bac A, un faux bac C, un faux bac D. Et? Oui. Prends quelqu'un qui a fait la série C avec, pour critère de réussite, les matières littéraires. Tu es sûr que lui, là, il peut faire les facultés des sciences et tout ça, là. D'abord, on voit le bulletin, il est éliminé. Étude du dossier éliminé d'avance. Oui. Maintenant, revenant à sa question, comme je le dis, il faut que son enfant soit bon dans les matières de base de la série A. Parce qu'en série A, ce n'est pas seulement les matières, il y a aussi les matières scientifiques aussi. Sauf que leur dosage, leur teneur est légèrement fait par rapport aux séries D et autres. S'il est bon dans ces matières, mais il a le même quotient intellectuel que ceux qui ont fait la série C, série D. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, on recherche au niveau des enfants, c'est leur esprit de synthèse et leur capacité d'analyse et leur capacité de résolution des problèmes. Synthèse, analyse, résolution des problèmes. Oh, c'est avec les mathématiques qu'on apprend ça en réalité. Mais il y a aussi que quand tu fais les lettres, tu peux acquérir cette capacité. Et donc, l'enfant qui a fait la A ne doit pas être complexé par rapport à celui qui a fait la C ou la D s'il est bon dans les matières de base. Voilà. Mais s'il n'est pas bon, il va te complexer. Il va te complexer. Je dis que c'est de là qu'est née l'expression série D littéraire. Ben c'est ça. Oui. Série D littéraire. Mais quand on vérifie le bulletin, on voit que finalement c'est un bac D littéraire. Il n'y a pas de littéraire. Il va au campus, il ne peut pas faire les matières où on exige les bonnes notes. Prends le concours du lycée scientifique. Pour accéder au lycée scientifique, là, tu peux taper 20 en, comment ça s'appelle? Anglais. En tout cas, dans les matières littéraires, là, tu tapes 20, et on voit les matières scientifiques. Tu as 9, 10. S'il te plaît, tu es le premier de la classe, hein, tu ne passes pas au lycée scientifique. Parce que tu as reçu un bac scientifique littéraire. Mais c'est tout ça qu'il faut expliquer aux parents et aux enfants. Et donc, dans la réunion de rentrer à la maison, il faut ramener ça pour que les enfants comprennent que leur destin de demain se trouve dans
leur investissement et leur engagement à réussir dans les matières. Mais donc, du coup, pourquoi ne pas l'enlever en même temps et le forcer à faire la D? Non, il ne faut pas l'enlever et le forcer à faire la D. La D offre d'autres opportunités aussi. Quand tu fais la D, tu peux embrasser des carrières parce que le dosage des matières, par exemple, scientifiques, te permet de pouvoir t'accrocher à des professions qui ont pour base les sciences et la technologie, comme docteur, par exemple, ingénieur, par exemple, etc., etc. Mais par contre, si tu as fait la A, tu ne peux pas aller faire, par exemple, une filière de santé. La médecine, non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des chapitres qu'on a sautés, parce qu'on a allégé, en fait, le programme. Oui, c'est cela. Voilà, donc on ne peut pas... Quand tu fais assurance, par exemple, tu fais assurance, tu as besoin de faire la C ou la D. L'avantage, c'est quoi? Ce que vous venez de dire tout à l'heure, celui qui a fait la D peut faire toutes les spécialités de la A. Mais celui qui a fait la A ne peut pas faire toutes les spécialités de la D. Mais là, il nous triche, hein, monsieur. Non, il ne vous triche pas. C'est d'être bon, d'être excellent. Et comme ça, tu ne seras pas complexé. C'est pas parce que j'ai fait la A que je vais te complexer par rapport à quelqu'un qui a fait la C, la D. Non, non, non. Non, pas du tout. Moi, j'ai fait la A. Quel est le complexe que j'ai devant quelqu'un qui a fait la C? Aucun, monsieur. Alors, on a ce message qui dit bonjour à vous tous. Monsieur Marcel, qu'en est-il aujourd'hui des écoles créées? La question, j'allais la poser aussi par le gouvernement qui parle beaucoup plus donc, de formation et qui permettent aujourd'hui à nos apprenants de ne plus trop durer dans le système normal. L'État a créé des écoles, des écoles de formation ou bien comment ça s'appelle, l'allègement des programmes. Alors, je crois qu'il veut parler des EHPAD, des choses de ce genre. Ah, ok. C'est des écoles de formation professionnelle où tu sors détenteur d'un bac professionnel. Okay. Donc, quand tu as ce bac-là, tu es formé, c'est-à-dire que on les appelle en fait des écoles métiers. C'est des écoles métiers. Tu sors, tu n'as pas besoin d'aller faire j'ai l'honneur. Tu n'as pas... Même si tu as l'honneur. Exact. Tu es préparé de façon théorique et surtout pratique parce que là, presque c'est 40% de cours théoriques et 60% de pratique. Okay. Et donc, tu es préparé sur deux dimensions. La dimension cognitive, c'est-à-dire que tu maîtrises les théories, etc. Et la dimension psychomotrice qui te permet de pouvoir manipuler. De pouvoir manipuler et d'agir. Comme l'a dit la réforme de 1975, il faut préparer les enfants à agir sur le milieu pour le transformer. C'est ce que dit la phrase fétiche. Alors, il faut préparer les enfants à agir sur le milieu pour le transformer. Exact. Réforme de 1975, s'il vous plaît. Réforme de 1975. Vous étiez... D'accord. Voilà. Donc, ces écoles, il y a IFAD bâtiment, il y a IFAD Barkwasi, IFAD et Lavagno pour les poissons, etc. Les poissons... Mais attends, on te forme, tu es spécialiste en production, en conservation de poissons. Bon, c'est où tu vas aller déposer ton dossier pour qu'on te reçoive? C'est d'aller rapidement demander un financement. Tu crées un étang piscicole et tu te fais former en formation en ligne pour vendre ton poisson. Et tout le monde sait qu'il y a un spécialiste dans votre milieu. Vous n'avez pas besoin d'importer le poisson d'ailleurs. Eh bien, j'ai du poisson frais pour vous et rapidement. Quelle est la quantité que vous voulez? Vous passez des commandes et je produis en fonction de la quantité des commandes. Tu deviens un entrepreneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces écoles, on les a formées pour qu'ils soient des entrepreneurs et non des demandeurs d'emploi. Magnifique. Magnifique. Qui nourrit une certaine passion dans un domaine-là, ça ne vaut plus la peine d'aller maintenant dans l'ancien. Exact. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que l'information soit vraiment accessible, surtout dans les zones rurales. Parce que franchement, quand moi, je vais dans les coins un peu reculés et je parle orientation, je leur dis les possibilités de métier qui existent, mais ils te regardent, ils tombent des nuits. C'est des victimes d'un système éducatif qui a des manquements dans la disponibilité de l'information sur l'orientation scolaire et professionnelle. C'est des victimes. Et comme ils sont victimes, les parents ils sont victimes. Parce que l'enfant réussit, il dit, bon, moi je veux faire ceci. Il dit, ah,
Comme toi-même, tu as vu que c'est ça que tu veux faire, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il peut? C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, la nouvelle donne, tu es parent, quel que soit ton niveau, ton statut, ne me dis pas que tu es PDG, gna, gna, gna. Tu n'es pas spécialiste de l'éducation. Oublie ça d'abord. Viens vers les spécialistes et exprime ton besoin. Tu as besoin qu'on te forme, qu'on t'informe d'abord et qu'on te donne des informations et des documents sur quoi, selon l'expression, selon ce que ton enfant veut devenir. Pas ce que toi, tu veux que ton enfant devienne. Parce que si je veux que ce que toi, tu veux que ton enfant devienne, ça veut que tu veux imposer ce que tu veux que l'enfant devienne. Et ça pose problème. C'est cela. Alors, comme on vous l'a dit, encore une fois, mon Dieu, monsieur, on est tous chamboulés là, franchement. Alors, la loi de 75 qui stipule que, rapidement... Il faut préparer l'enfant à agir sur son milieu. Et le transformer. Et pouvoir le transformer. Merci infiniment. Merci. Voilà, nous sommes tous donc des bénéficiaires de cette loi-là. Nous sommes en train donc de nous préparer. Et aujourd'hui, on a préparé les parents à agir sur les enfants pour qu'ils puissent préparer le milieu et le transformer. Et comme toujours, hein, vous en avez tellement que c'est compliqué. On va transmettre le reste de vos questions à M. Marcel, mais s'il vous plaît, et s'il nous plaît, parents, entre lundi et dimanche ou lundi matin très tôt, allons pour, comment vous avez appelé, la réunion familiale de rentrée. Familiale de rentrée. Réunion familiale de rentrée, RFR. Voilà, on ne peut pas, lors de la réunion, menacer, mais pour annoncer cette réunion dans la famille, là, menacer, hé Massia mieux. On a réunion dimanche. Réunion dimanche, vous mettez ça, vous pancardez à la maison, il y a partout. Ou par message WhatsApp aussi. C'est très important. Et alors, comme on le dit, la formation doit vraiment être, on comprend qu'en tant que parents, ne fonctionnons pas juste sur nos émotions. Aujourd'hui, même pour être parent, et un parent qui va Il faut exprimer le besoin, on te forme. Il faut exprimer le besoin auprès de l'association des parents d'élèves. Et eux, ils trouveront quels spécialistes viendront renforcer tes capacités. C'est la nouvelle donne. Si tu ne passes pas par là, tu vas agir par défaut. Tu vas agir par erreur. Et finalement, tu ne pourras pas supporter les dégâts. Merci beaucoup, M. Marcel. Comme toujours, ça a été extrêmement éducatif pour nous et on se retrouve, on est sûr qu'on va vous retrouver, si ce n'est pas cette semaine, la semaine prochaine, pour vous faire le bilan des réunions préparatoires. On va vous dire comment les choses se sont passées et vous nous direz si nous avons fait le bon choix et si nous avons eu le bon temps ou pas. Pas de menaces, pas trop de grandes promesses aussi, chers parents, parce que les enfants... voilà, ils vont vous demander des choses extraordinaires, mais à moins que l'enfant soit vraiment prêt à obéir entièrement. On va revenir avec un rapport type d'une réunion ici et M. Marcel va répondre et va décrypter. Et pour tout le reste de vos questions, sachez qu'on va les lui transférer pour la prochaine fois. Merci infiniment, M. Marcel. Merci. Et comme toujours, c'est un plaisir infini pour nous. On va partir avec Welcome Nectar et juste derrière, on va retrouver M. Josué, sa mise en situation. Ouais.